Salut à tous, c'est Bismart. Voilà l'industrie, l'industrialisation, la relocalisation qui revient à la une. Il y a une réunion, je crois, ce soir, ministère de l'Industrie, autour du problème des semi-conducteurs. Vous en avez forcément entendu parler, hein. On en parle depuis un bon moment. Il y a aujourd'hui une pénurie de semi-conducteurs à l'échelle mondiale. Et donc là, ça tombe en fait sur un certain nombre de filières industrielles françaises, notamment la filière automobile. Donc à nouveau, on se mobilise, on se gratte la tête, on se dit tiens, et si on en fabriquait chez nous des semi-conducteurs? Voilà, ça fait partie de ces biens essentiels dont on se dit qu'on pourrait peut-être les rapatrier. Alors, on va parler des conditions de la relocalisation. D'abord, on va commencer avec ça. Et puis ensuite, on ira voir avec Bertin Naoum, peut-être que vous le connaissez, parce que quand même maintenant, il commence à devenir célèbre. Patron à l'époque de MedTech, maintenant de Quantum Surgical, qui fabrique des robots chirurgicaux, qui conçoit et fabrique des robots chirurgicaux. Il viendra d'abord nous raconter une nouvelle fois son aventure, parce qu'il a un nouveau robot maintenant pour le cancer du foie, et puis nous donner son sentiment justement sur cette relocalisation. Et puis complètement autre chose en fin d'émission, le sujet des influenceurs. Il se trouve que là, c'est une info, un rachat, comme souvent, hein, c'est ça qui nous alerte. Donc une entreprise qui fédère un certain nombre de gros influenceurs. C'est pratiquement, je crois, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une vingtaine de gars qui vient d'être racheté par un groupe qui a de grandes ambitions. Comment ça marche, les influenceurs? Comment est-ce que les marques se servent de ces influenceurs? Comment est-ce comment est-ce qu'on fabrique un influenceur? Quel est le potentiel de ce marché qui fait presque 20 milliards de dollars? Voilà, c'est ce qu'on va raconter sur Bismart. C'est parti. Donc, Anaïs Voigilis avec nous pour démarrer. Bonjour Anaïs. Bonjour. Docteur en géographie et spécialiste des questions industrielles. On va voir d'ailleurs c'est votre dernier bouquin, Anaïs, hein, le bouquin sur la reconquête industrielle. La renaissance industrielle. Voilà. J'ai l'impression, c'est ce que j'ai écrit là sur l'écran, qu'on est devant une occasion historique en fait. Est-ce que vous avez ce sentiment? Oui, en fait, on est vraiment dans une occasion historique à plusieurs titres. On est dans une situation où notre industrie, elle avait commencé à rebondir légèrement à partir de 2017 avec des facteurs assez positifs comme la recréation d'emplois, notamment dans des secteurs qui ont été emblématiques de la désindustrialisation comme le textile. Mais on est dans une situation qui reste très fragile et que la crise, elle peut encore fragiliser. C'est-à-dire qu'on a le choix soit d'avoir un rebond qui sera durable, parce que l'industrie redevient une cause nationale, parce que tout le monde se remobilise derrière l'industrie, et qu'on arrive à soutenir la demande pour les produits français, mais pas que la demande interne, aussi la demande venant de l'extérieur pour doper nos exportations, soit on échoue. Et c'est un risque non négligeable si on regarde les chiffres des importations, les chiffres des exportations, les risques de défaillance qui vont arriver d'entreprises, l'explosion des dettes des entreprises, de passer de manière durable sous la barre des 10%. Donc historique, oui, mais on est sur une ligne de crête. Mais alors, est-ce qu'il faut prendre au sérieux, cette fois-ci, les déclarations de nos différents membres gouvernementaux qui ont l'air tous déterminés à le faire? Et alors, je vous le raconterai, mais et vous le voyez vous aussi, bien sûr, je vois concrètement là, pour le coup, un plan de relance qui est d'ores et déjà, alors plan de relance le mal nommé, hein, c'est un plan de modernisation évidemment, mais d'ores et déjà, là, ça y est, des subventions de plusieurs centaines de milliers d'euros dans les comptes des entreprises. Oui, alors le plan de relance, c'est une bonne chose. Déjà, il faut prendre un peu garde parce qu'il a été dimensionné sur une première vague, pas sur une deuxième, troisième vague. C'est des aides données directes aux entreprises pour de la modernisation. C'est ça. Mais maximum 800 000 euros, je crois, hein, c'est ce que permet la Commission européenne. Mais attention, les subventions, c'est pas ça qui va créer du business pour les entreprises. Et c'est bien là le sujet, c'est qu'on risque de créer un certain nombre d'entreprises zombies. C'est ça qui modernise l'outil de production, Anaïs. C'est quand même ça la première des questions, non? Il y a un enjeu de modernisation, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a aussi un enjeu de trouver le bon modèle économique. Or, c'était tout le sujet qu'on avait avant cette crise, qui est qu'un accélérateur. Je veux dire, le sujet de la modernisation de l'outil productif français, ça fait plusieurs années qu'il est sur la table. On a un outil qui est extrêmement vieillissant par rapport à d'autres pays, que ce soit l'Italie ou l'Allemagne. Et je ne parle pas forcément que sur un taux de robotisation. On a des machines aujourd'hui qui ne sont pas forcément adaptées pour l'évolution de la demande, c'est-à-dire la production plutôt en petite série, avec de la personnalisation. Et ça, aujourd'hui, on est en retard là-dessus. Mais il y a aussi une vraie question du modèle économique de l'entreprise. C'est pas tout de moderniser. Encore faut-il avoir des choses à vendre et des choses qui s'exportent. Or, aujourd'hui, la question, elle se pose.
Mais on nous dit qu'on a les meilleurs ingénieurs du monde. Moi j'ai toujours entendu dire que justement, les cerveaux étaient extraordinaires, mais que c'est le goulet d'étranglement ou le problème, il était sur les usines et il était sur la vétusté des usines. Oui, il est sur la vétusté des usines, il est sur... Ok, il y a ça, il y a un sujet de formation, il y a un sujet de capacité à inventer des choses qu'on arrive à vendre derrière, il y a un sujet d'exportation, il y a un sujet de positionnement produit. C'est ça, ce fameux moyenne gamme qui n'intéresse plus personne. Voilà, le sujet, c'est... il faut avoir une approche systémique de l'industrie. La désindustrialisation, c'est pas qu'un facteur c'est pas qu'un jeu de facteurs macroéconomiques, c'est aussi une réalité, c'est qu'à un moment... On a une partie des élites françaises qui se sont désintéressées de l'industrie. On a fait partir des fleurons industriels. Et ça induit, parce qu'on était très structuré autour des filières qui étaient héritières des plans gaulo-pompidoliens, ce qui a induit, bien entendu, un affaiblissement global des écosystèmes, parce que l'innovation, et vous prenez une chercheuse du MIT qui s'appelle Susan Berger, elle vous montre très bien que pour qu'un écosystème soit performant, il faut qu'il y ait une proximité entre les lieux de fabrication et les lieux d'innovation. Et on a perdu petit à petit ça, et on a perdu des compétences. Et aujourd'hui, quand on veut rebondir, on se rend compte qu'il nous manque des compétences. Je ne parle même pas des métiers qui vont émerger dans l'industrie qu'on va moderniser. Je parle des métiers historiques, que ce soit dans le textile, que ce soit des vieux métiers d'industrie, chaudronniers, soudeurs, etc., où on continue encore à former, mais on n'a pas toutes les compétences dont on a besoin. Les soudures des EPR sont un révélateur formidable. En cela, sans doute, l'aéronautique est un modèle, Anaïs. C'est-à-dire, là, effectivement, on a, mais on en reparlera tout à l'heure avec un entrepreneur fantastique, Bertin Naoum, qui veut faire un écosystème de robotique chirurgicale, par exemple, autour de Montpellier. Mais l'aéronautique, effectivement, tout l'arc Airbus, qui concentre absolument tous les métiers. Voilà, c'est vers cela qu'il faut tendre aujourd'hui, c'est le modèle. En fait, il faut regarder, il y a plusieurs choses à regarder. Il faut regarder au cas par cas. Je pense qu'il faut faire vraiment un effort de réfléchir à la notion de dépendance et pas à réfléchir de dépendance en termes sur le sujet, de se dire il existe X fournisseurs répartis dans différents pays. Pour moi, on est en situation de dépendance à partir du moment où on n'a plus des compétences clés pour produire ce qu'on veut en France. Donc il faut avoir cet effort de lucidité, regarder les points de dépendance, regarder là où on peut être fort, là où on peut recréer des avantages comparatifs par rapport à nos partenaires européens, parce que l'affaiblissement, on parle beaucoup de production en Asie, etc. Mais notre premier affaiblissement, c'est à l'égard de nos partenaires européens. Donc, recréer ces avantages compétitifs. Faire une réflexion aussi en intégrant tous les enjeux environnementaux. Donc, réfléchir sur le cycle de vie du produit complet, de l'extraction jusqu'à son recyclage. Et ça, c'est des pistes concrètes. Mais bien entendu, il y a peut-être une illusion à se dire qu'on pourra tout reproduire ou qu'on va faire revenir tout comme avant. Mais plus on a de compétences chez nous, plus on a de maîtrise sur les approvisionnements en France ou en Europe, moins on est dans cette situation de dépendance. Non, mais comme vous dites, réfléchir à un certain nombre d'avantages comparatifs et à ce moment-là, concentrer. Mais concentrer quoi? Parce que ça ne peut pas se faire à coup de subvention. C'est-à-dire il faut qu'à un moment aussi, les capitaux croient à la possibilité d'une renaissance de l'industrie française. Oui, je crois qu'il y a une évolution de l'ensemble des acteurs. En 5 ans, on a pris conscience parce que la chute de la relocalisation, de la réindustrialisation, elle est liée à plein d'autres sujets. La première chose, c'est une prise de conscience des évolutions des mentalités. Des personnes et une volonté aussi du pays de reprendre en main son destin. On le voit à travers beaucoup de discours sur l'alimentation, les circuits courts, etc. La deuxième chose, c'est qu'il y a une urgence environnementale qui est en train d'émerger et qu'on se dit que finalement, pour régler ces problèmes, on a aussi besoin de réduire les temps de transport, de produire ce dont on a besoin et pas surstocker. Quand vous produisez en Asie, vous avez forcément un niveau de stock, un besoin en fonds de roulement qui explose. Ça, vous pouvez le résoudre en produisant à proximité des lieux de consommation. Et c'est tout ça qui est en train de se mettre en jeu. Vous insistez beaucoup là-dessus, un sujet d'aménagement du territoire. Alors ça, c'est l'autre enjeu. Fondamental, celui-là. C'est l'autre enjeu, et ça, c'est plus un enjeu, on va dire, de société. C'est que ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup de territoires qui étaient fortement dépendants de l'industrie, qui n'ont pas pu reconvertir ce tissu productif vers d'autres activités aujourd'hui, peinent à créer de l'emploi, ne serait-ce que pour employer les jeunes qu'ils ont fait naître. C'est-à-dire une situation qui est quand même assez dramatique et qu'il n'y a aucune activité en dehors de l'industrie qui est capable de générer autant d'emplois indirects. On dit un emploi dans l'industrie, 3 à 4 emplois indirects. Maintenant, il faut aussi le faire en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on voit parfois émerger des projets industriels qui sont complètement incohérents. Il faut avoir des choses qui soient logiques et qui aussi travailler sur cette acceptabilité. Là, pour le coup, Agnès Pannier-Runacher, par exemple, insiste beaucoup sur l'idée qu'il faut se concentrer sur les territoires de tradition industrielle. Elle a raison, Anaïs ? Elle a raison parce qu'on
la force de ces territoires, c'est qu'il y a une culture industrielle qu'on a un peu perdue en France. Ça existe, ça c'est important, ça c'est pas pas des mots jetés en l'air, la culture industrielle. La culture industrielle, c'est pas du tout des mots jetés en l'air. On a besoin de territoires qui ont une culture industrielle, qui ont des compétences historiques, et donc, bien entendu, et puis il y a aussi le sujet des friches industrielles qu'on peut reconvertir, etc. Parce que l'objectif, c'est quand même de réduire l'empreinte industrielle sur le sol, et donc essayer de reconvertir certains anciens sites, ce genre de choses. Donc, bien entendu, il est beaucoup plus facile de miser dans ces villes où il y a ces compétences, où vous avez aussi un sujet d'un foncier moins cher, etc. Et c'est recréer de la dynamique et de la valeur dans ces territoires. Vous insistez beaucoup sur, vous avez repris, on a dû souvent vous le dire d'ailleurs, le vieux slogan des chambres de commerce, à une époque où vous n'étiez pas né, je crois, Anaïs, hein, c'était les années 90, nos emplettes sont nos emplois, si vous avez mon âge, vous vous souvenez de nos emplettes sont nos emplois. Vous insistez beaucoup sur une politique volontariste vis-à-vis du consommateur. Alors, pas qu'à l'égard du consommateur, c'est que je reste convaincue, et ça, c'est peut-être une des choses qui manque aujourd'hui dans le discours gouvernemental. C'est-à-dire que, pour rappel, Emmanuel Macron, au départ, c'était pas du tout un promoteur de l'industrie. Il parlait beaucoup de la Startup Nation, mais l'industrie, il a commencé à en parler au moment des Gilets jaunes. Après les Gilets jaunes, avec le pacte productif, etc. Non, Anaïs, il ne faut pas opposer les deux. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je discutais avec Emmanuel Macron, ministre de l'économie en 2016. Je peux vous assurer que l'industrie, c'était tout l'époque de la faillite d'Areva, c'était tout l'époque de la recapitalisation, de la recomposition, et tout ce que vous disiez, je ne veux pas le défendre, je m'en fous, mais sur la perte de compétences, il avait vraiment ça en tête. Oui, mais la réalité, c'est que son discours, il n'a pas su l'imprégner, et qu'il n'a pas su le diffuser à l'ensemble de la société, qu'on a quand même une partie de la population qui ne s'est pas forcément retrouvée dans ce discours. Mais bon, peu importe, le passé, les discours sont ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, on a besoin d'une stratégie, d'une vision industrielle. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on veut une industrie dans ce pays? Au service de quelles ambitions? Et qu'est-ce qu'on veut y mettre derrière? Et donc, quand je dis les consommateurs, je pense bien entendu qu'il y a un rôle des consommateurs. Je ne dis pas que tout le monde doit se mettre à consommer Made in France, je dis que tout le monde doit essayer d'évoluer, de faire évoluer un moment ses pratiques d'achat. Alors, on peut le faire au nom de thématiques d'emploi, on peut le faire pour des questions d'environnement, on peut le faire pour plein de choses, mais pour essayer d'augmenter la part de Made in France là-dedans. Oui, mais ça ne viendra que par la qualité, par les bons produits au bon moment, au bon prix, par le bon positionnement. Oui, bien sûr, mais vous avez Personne va aller acheter un truc parce que c'est Made in France. Enfin oui, sans doute, à la marge. Non, voilà. Mais sur les objets fondamentaux... C'est alors parce que ça pose un problème, c'est qu'aujourd'hui, enfin pas un problème, une question, c'est qu'aujourd'hui on a un certain nombre d'objets, de biens de grande consommation qui ne sont plus produits en France. On a des électroménagers, on n'a qu'une seule, on a presque plus d'industriels. On a encore aujourd'hui. On a SEB, mais on a des jeunes entrepreneurs qui sont en train d'émerger en proposant des choses. Par exemple, Bob, le lave-vaisselle pour deux personnes. Voilà, il y a plein de choses qui émergent, c'est en train de se structurer. C'est pour ça aussi qu'on a besoin d'écosystèmes, parce que il ne faut pas non plus qu'on soit qu'une terre d'assemblage. Donc ça nécessite, quand vous voulez recréer par exemple un lave-vaisselle, vous avez aussi besoin d'avoir des gens autour de vous sur le territoire qui produisent les composants dont vous avez besoin. Donc c'est vrai que le Made in France est incomplet. Par contre aujourd'hui, dans le Made in France, on a quand même aussi beaucoup de gens qui font de la qualité, qui tiennent leur prix. Mais c'est aussi toute une ce qu'il faut se dire, c'est que le Made in France, c'est aussi repenser notre modèle de société, repenser notre mode de consommation. Il est évident que si vous êtes dans la fast fashion, le Made in France ne répondra jamais à ça. Par contre, Pourquoi ? Parce qu'on n'arrivera jamais à produire des t-shirts. Enfin, ah oui, non, pas des t-shirts. Mais je repensais au lave-vaisselle, à l'heure de l'industrie robotisée 4.0, dont on va parler d'ailleurs, oui. Anaïs. Bon, voilà. Non, mais la question, en fait, c'est qu'est-ce qu'avec votre pouvoir d'achat, vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'acheter? Si vous avez envie de continuer à consommer autant de vêtements, ce qui n'est pas responsable, en fait, sur le plan environnemental, qu'on s'entende bien, autant de vêtements que vous faisiez quand vous alliez dans des grandes marques, alors oui, le Made in France va peut-être pas vous répondre à vos attentes, parce qu'on va pas baisser les standards sociaux de la France sur les standards sociaux chinois, on va pas baisser nos standards environnementaux sur les standards de pays étrangers. Mais la réalité, c'est qu'il existe en France aujourd'hui des réponses et qu'il est possible de consommer français. Je vous dis pas de consommer tout le temps français, je vous dis juste vous de connaissez penser... forcément, c'est une histoire que j'aimais bien entendre, que j'aime bien raconter, le Made in Germany. En fait, imposé aux productions allemandes par l'Empire britannique au début du XXe siècle, et qui s'est retrouvé à ce moment-là, en fait, comme c'était les meilleurs produits, un label publicitaire extraordinaire. Et l'Empire britannique a été là-dessus pris à son propre piège. C'est ça le sujet, c'est qu'il faut qu'à un moment, on arrête de se dire, allez,
je fais un effort, je prends quand même du Made in France. Il faut qu'on se dise, waouh, c'est génial, c'est Made in France. Mais je pense que pour beaucoup de choses, on se dit c'est ça. génial, et c'est dans Made notre in tête, France. en fait, que c'est juste qu'il y a sûrement aussi tout un discours à faire valoriser toutes ces marques du Made in France. Mais vous avez des emblèmes aujourd'hui dans le textile qui sont géniaux. N'oubliez pas que les grandes marques du luxe qui font rêver tout le monde entier sont des marques françaises. Ouais. Donc on a quand même des forces. Airbus, c'est français. On a, que ce soit en B2C ou en B2B, on a des fleurons industriels parfois qui ne sont pas connus. Vous saviez que le leader mondial du parc-mètre était français ? Vous saviez que le leader européen de la production de popcorn... Oui, d'ailleurs, il va falloir les faire venir. Tiens, vous avez raison, absolument. Tout à fait. On a des forces dans l'écosystème français Anaïs, qui sont juste pas assez connues. 3 choses que vous avez dites, mais sur lesquelles il faut insister. D'abord, vous avez dit unité de production plus petite, plus agile. C'est ça l'avenir de l'industrie. Hein. Alors globalement, oui, plus petite parce que on va être sur la production déjà parce que les standards de production évoluent. Plus petite parce que aussi plus proche du lieu de consommation et on va sûrement aller vers une reterritorialisation de la production, vers une régionalisation, produisant en Europe à destination de l'Europe, en Asie à destination de l'Asie. Donc voilà, ça va être des unités plus petites, production très personnalisée. Après, ça va toujours dépendre du produit que vous voulez faire. Oui, mais ça veut dire, et c'est là où il faut pas opposer l'industrie et la Startup Nation, mais je pense que vous le savez, ça veut dire aussi injecter de nouvelles technologies dans absolument tous les stades de la production. En fait, on a besoin de technologies partout, parce que, notamment parce que quand vous avez, sur toutes les briques technologiques de l'industrie 4.0, vous avez certaines choses qui vont servir au stade de la conception et de l'industrialisation du produit pour accélérer ces étapes, pour essayer de réduire les consommations aussi de matière, la manière dont vous pensez votre produit pour avoir un produit plus vertueux. Ça va être sur la ligne de production pour essayer d'avoir des gains de productivité, mais aussi sur certaines étapes, par exemple aussi réduire les pertes matières, optimiser la maintenance, etc. Donc il y a un certain nombre de choses. Et après, vous en avez aussi besoin pour repenser votre manière de distribuer, vous repenser votre manière de vendre. Donc on a besoin de la technologie, on a besoin... On parle de la Startup Nation, on a besoin que la Startup Nation arrête de développer des applications pour livrer des pizzas, mais vienne développer des applications pour les industriels. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Soyez pas caricatural, c'est ce qui se passe. Il y a des gens très bien qui le font. Oui, d'ailleurs, je crois que vous avez reçu Michael Valentin il n'y a pas si longtemps avec OSS Venture. Ils font plein de choses, mais il faut que ça soit encore plus massif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie est en train de revenir dans le cœur des Français, mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on se donne les moyens de réussir. Et il faut aussi qu'on donne envie à nos startups de rester, se développer en France, qu'elles ne partent pas tout de suite dans des pays étrangers parce qu'elles ne trouvent pas les moyens. Ce qui veut dire que, sans arrêt, là, cette histoire de compensation, cette histoire de on baisse de 10 milliards les impôts de production et on demande en face des contreparties. Le formidable ancien patron de la Fédération française du bâtiment était à votre place il y a quelques mois. Il disait il faut assumer l'effet d'aubaine à un moment. Si on veut un redémarrage massif, oui, sans doute un certain nombre d'escrocs et de gens mal intentionnés vont à la marge dépenser l'argent public. Mais fondamentalement, il faut à un moment assumer l'effet d'aubaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je pense que l'effet d'aubaine, oui. Par contre, si on veut assumer ça, qu'on fasse des dossiers simples et accessible à tous. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que souvent, dans les dossiers d'aide publique, on est en train de faire une bureaucratisation de la réindustrialisation. Tout le monde veut son plan pour réindustrialiser. Sauf qu'on a des dossiers trop complexes, trop longs pour les PME et les ETI, dont l'objectif principal, je le rappelle, est quand même de produire le bon produit au bon moment pour le client. Ils n'ont pas le temps de faire ces dossiers complexes. Et qui est-ce qu'on attire ? On attire ceux qui ont les compétences en interne pour le faire. Et on développe une administration du conseil, comme on le fait pour le CIR, pour remplir ces dossiers. Et donc, on a de la perte en ligne de l'argent public et on perd en efficacité. Donc, effet d'aubaine, oui, mais qu'on donne vraiment les moyens à ceux dont ils ont besoin d'accéder facilement à ces dossiers d'aide parce qu'ils n'ont pas le temps de remplir tout ça. C'est lourd, c'est incompréhensible. Vous avez dit quoi ? C'est excellent. Une économie du conseil, c'est ça ? Oui, l'économie du conseil. Alors exactement. Non, mais c'est avec le crédit d'impôt recherche, c'est exactement ça. Et avec tu as 10% du crédit d'impôt recherche qui passe sur obligé de donner aux intermédiaires qui ont rempli les dossiers. Et donc le CIR, il ne profite pas fondamentalement aux PME et aux ETI aujourd'hui. Dernière question, Anaïs, il faut que les filles s'y mettent. Ah ben, ça c'est fondamental. Les filles s'y mettent, oui.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent dans l'industrie, qui ont envie de faire bouger les lignes. D'ailleurs, on le voit. On voit il y a des jeunes filles dans les écoles d'ingénieurs, enfin ça monte en puissance ou pas? C'est pas assez, il en faut toujours plus. Mais on a quand même une ministre de l'industrie qui est une femme. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand je faisais ma thèse, mon directeur de thèse s'amusait à dire quelque chose d'assez amusant. Il me disait, c'est marrant parce que toutes les personnes qui sont en train de faire des thèses sur l'industrie sont des femmes. Donc ça prouve bien qu'on est de plus en plus à s'intéresser au sujet, oui, mais à il faut se rentrer battre. dans l'usine, faire une thèse. Il faut rentrer dans l'usine. Il y a des femmes qui rentrent dans les usines, mais il faut aussi qu'on laisse la place aux femmes. C'est-à-dire que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des femmes qui ont envie d'y aller. On est encore dans un discours très l'industrie, c'est très masculin, etc. Mais qu'on ne voit pas. Je veux dire, c'est aussi faire évoluer toutes les mentalités, tout le regard qu'on peut avoir sur les femmes et sur leur place dans la société. Non, mais ça c'est une question importante parce que beaucoup me le disent. Donc si de la part des industriels, pour vous, c'est pas encore fait ça? Pas de tous les industriels. Vous avez des maturités différentes. Moi, je connais quelques industriels qui mettent justement les femmes en avant, qui sont ravis, qui mettent des directrices de la transformation. On a besoin de ces compétences-là. Mais quand vous regardez, et je vais prendre un exemple peut-être un peu simpliste, quand vous regardez les directions du CAC 40, où sont les femmes? Certes. Les femmes, aujourd'hui, on Catherine les condense... MacGregor, oui. Engie, grand industriel. Voilà. Et souvent, quand vous regardez la composition des comités de direction, où est-ce qu'on retrouve les femmes? C'est au poste plus souvent de direction des ressources humaines que des directeurs des opérations. Par contre, quand j'ai des clients qui sont des femmes. Veolia, directrice des opérations, une femme extraordinaire. Eh bien, ce sont elles qui ouvrent la voie pour les autres femmes et qui n'hésitent pas à mettre des femmes en directrice des opérations, en directrice industrielle, parce qu'elles savent aussi qu'il y a une manière d'appréhender les problèmes un peu différente, qu'il y a une manière de manager un peu différente. Et que... Mais, enfin, au-delà de ça, il y a un enjeu démographique, quoi. Si les jeunes filles s'y mettent pas, il n'y aura pas assez de monde. Oui. Hein, c'est ça le sujet. Mais il faut et puis ça revient aussi avec toute l'image de redorer l'image de l'industrie, se dire que l'industrie aujourd'hui c'est pas ce que c'était hier, qu'il y a aussi des métiers exceptionnels, qu'il y a des possibilités d'évolution de carrière dans l'industrie qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, que les salaires dans l'industrie ne sont pas les mêmes, et donc aujourd'hui l'usine c'est une représentation d'une mini-société et c'est sûrement l'un des secteurs où on peut avoir les plus belles carrières avec de belles ascensions sociales. Anaïs Wajidis, donc avec nous, notre première invitée sur Bismart. On continue un petit peu sur cette thématique. On repart les amis, et on repart avec Bertin Naoum, alors fondateur de Quantum Surgical. Salut Bertin. Bonjour. Ravi de te recevoir ici. Donc on parlait reconquête industrielle et on va parler évidemment de ce que tu fais, des robots médicaux, des robots chirurgiens, de l'assistance aux chirurgiens, parce que tu insistes toujours énormément sur le fait que non, on ne va pas se passer de chirurgien, on va juste assister le chirurgien. C'est ce fameux concept de l'homme augmenté. Mais cette histoire de reconquête industrielle, elle est au cœur de ta réflexion depuis un bon moment. Toi, tu es installé à Montpellier, toujours à Montpellier aujourd'hui, Bertin. Voilà, toujours à Montpellier. Ton premier robot, enfin l'un des tout premiers, qui s'appelait Rosa, tu l'avais vendu, c'est des Américains, hein, Zimmer Biomet. Absolument. Et à l'époque, tu avais dit, j'aurais aimé réussir à réunir les conditions nécessaires pour aller plus loin dans l'aventure entrepreneuriale et faire rayonner mondialement une entreprise française dans le secteur des robots médicaux. Absolument. Et ça, c'était pas possible. C'était en quelle année? 2018, 2019 2016. 2016. C'était en 2016. Ah oui, puisqu'après, tu as fait Absolument. Quantum Surgical. Est-ce que les choses ont changé depuis? Alors, les choses ont changé. Alors, justement, j'ai donc relancé une société pour, justement, avec l'espoir, cette fois-ci, de faire ce que je n'ai pas réussi à faire chez MedTech. La situation a changé favorablement, d'une façon générale. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une prise de conscience, d'une façon générale, des autorités, du monde financier, de l'ensemble des acteurs économiques, du potentiel des entreprises innovantes, en particulier en France. Ouais. Et donc, ça va dans le bon sens. Alors, certains diront que ça va pas suffisamment vite, mais on peut en tous les cas observer que ça part dans le bon sens. Alors, comme je le disais précédemment, c'est vrai que, fort de cette ambition, après l'aventure de MedTech, avec un certain nombre donc, de mes associés, de mes anciens collègues, on s'est relancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, en l'occurrence, avec la société Quantum Surgical. On continue à faire des robots, mais cette fois-ci pour le traitement du cancer du foie. On va y aller. Et quand même, tu me dis les choses vont dans le bon sens, mais enfin, de ce que j'ai bien compris, c'est que donc ta petite dernière, comment il s'appelle ton dernier robot là pour Epion. Epion, qu'on va voir d'ailleurs, je crois qu'on en a une image, mais tu nous le décriras tout à l'heure. Ce que j'ai bien compris, c'est quand même une co-entreprise en Chine qui fabrique...
Donc les choses vont dans le bon sens, mais enfin quand même, visiblement pas assez vite pour Bertin Naoum, ou en tout cas pas assez vite pour Quantum Surgical, c'est ça le sujet ? C'est vrai, parce qu'entre-temps, nos ambitions ont également augmenté de façon importante. C'est-à-dire que pour une société qui aurait été dans la même situation que celle dans laquelle on était il y a 10 ans, c'est vrai que l'écosystème est beaucoup plus favorable. À part que nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus ambitieux, et ce qui fait que nos attentes, nos espérances, elles sont de façon telle qu'on ne trouve pas immédiatement dont on a besoin en France. Est-ce que tu peux nous dire, on aura le temps de parler du foie et de tout ça, etc., c'est en plus très très intéressant, mais est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé ? Parce que tu dis l'environnement, ok, mais qu'est-ce qui a changé concrètement ? Et puis, qu'est-ce qui te manque encore aujourd'hui ? Alors, ce qui a changé d'une façon générale, comme je le disais, c'est qu'il y a une prise de conscience générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu dis « je veux faire une usine », tu ne te retrouves pas face à un mur qui va te dire « n'essayez même pas, c'est impossible », c'est ça ? L'exemple peut-être qui illustre parfaitement cela, c'est le regard des banques traditionnelles vis-à-vis d'entreprises telles que les nôtres. Moi, lorsque j'ai commencé, il y a plus de 10 ans, c'est vrai que les banques ne comprenaient pas notre modèle économique. Des sociétés qui ne font pas de chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, elles ont compris, elles l'intègrent, elles ont compris que ce sont les entreprises de demain, et donc elles font beaucoup d'efforts pour essayer d'attirer des entreprises telles que nous. Donc ça illustre la façon dont les choses ont changé, d'une façon générale. Alors, après, au-delà de cela, c'est vrai qu'il y a aussi au niveau de... Je crois que dans tous les pays, à commencer par les États-Unis, on voit la façon dont l'innovation est un vrai vecteur de création de richesse, création de valeur. Et donc, on commence à prendre conscience que l'économie de demain, c'est également les entreprises, c'est également les startups d'aujourd'hui. Ce qui est... Alors, si on met ça sur le secteur de la santé... Là, ce qu'on vient de traverser, forcément, ça t'inspire des commentaires, Bertin. Notre rapport au risque, la façon dont on a géré tout ça. Comment est-ce que tu regardes cette épreuve qu'on a traversée ensemble ? Je crois qu'il n'a échappé à personne qu'on est dans une situation assez étonnante d'être l'un des rares pays, en tous les cas industrialisés, en tous les cas en Europe, à ne pas avoir été capable d'avoir une société, une start-up, une entreprise qui fournisse des vaccins. Et donc ça illustre parfaitement la façon dont on a tendance à décrocher, parce que on investit insuffisamment justement dans ces entreprises, ces startups, en l'occurrence de biotechnologie, qui ont les compétences pour pouvoir mettre au point des vaccins tels que celui contre le Covid-19. Et ça, c'est quoi ? C'est notre rapport au risque aujourd'hui ? C'est exactement cela. C'est notre rapport au risque, surtout dans des secteurs tels que la biotechnologie, qui requièrent des moyens extrêmement importants, et donc effectivement une prise de risque d'autant plus importante. Mais en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est-à-dire que si on veut être présent, et on voit aujourd'hui, avec la crise sanitaire que l'on vit, on en paye les conséquences assez rapidement. Donc il faut investir. Moderna a perdu de l'argent pendant... Enfin, on perd encore d'ailleurs, on verra bien, mais on perd depuis 10 ans. Voilà. Et des millions. Voilà. En attendant, à un moment, le déclic. Le côté industriel, c'est-à-dire, toi, dans le robot... Donc, il y a le logiciel, l'ensemble de l'intelligence du robot dont on a parlé, mais est-ce que le côté industriel aujourd'hui t'intéresse ? Absolument. Notre activité, elle est foncièrement industrielle. Au croisement des deux ? Absolument. C'est-à-dire que nous, on a des usines, on fabrique, on a des techniciens, des ingénieurs qui assemblent des robots. Donc à Montpellier, absolument. Et y compris la société Zimmer Biomet qui a racheté ma start-up à l'époque Medtech est restée à Montpellier. Ils sont en train de construire un bâtiment de plus de 5000 m². Juste en face d'ailleurs, je crois. Un peu plus loin. Un peu plus loin. Et en l'occurrence, ils sont en train d'augmenter les capacités de production. Ce qui m'amène effectivement à la question que tu me posais tout à l'heure concernant, je dirais, l'industrialisation de la France. C'est vrai qu'on a un peu parlé au cours des derniers mois avec la crise actuelle, et c'est vrai que nous, on a pris conscience que, mine de rien, sur notre territoire, à Montpellier, dans une région qui n'a pas une histoire industrielle extrêmement importante, en l'espace de quelques années, on a créé une vraie filière de technologique à forte valeur ajoutée, en l'occurrence la robotique médicale, qui aujourd'hui, sur notre territoire à Montpellier, représente plus de 300 emplois directs, dont près 80 dans des activités vraiment de production, des emplois à forte valeur ajoutée, et qui vont se développer encore dans les années à venir. Et donc ça montre la façon dont, si on investit, si on y croit, on est capable de créer effectivement des pôles industriels à forte valeur ajoutée sur notre territoire. Donc peut-être là maintenant, ça va être possible de faire rayonner mondialement une entreprise française dans le secteur des robots médicaux. Donc, tu as commencé avec Rosa. Non, Brigitte d'abord. Alors Brigitte, le premier c'était Brigitte. Brigitte, on a revendu, le genou. Voilà, le genou, c'est ça. Ensuite Rosa, le cerveau. C'est ça.
La troisième, donc redonne-moi le nom là. Alors après, c'était encore Rosa, mais la colonne vertébrale. Oui, et le troisième. Et là nom, maintenant, c'est Épione. Voilà, Épione, c'est magnifique. Voilà. Pourquoi tu leur donnes ces noms? T'as des filles, Bertin? Non, j'ai pas de filles. Malheureusement, j'ai que des garçons. Mais par contre. C'est ça, en fait, c'était gamine les robots. Ouais, c'est un peu ça. Vous êtes des grands enfants, en fait. Je compense. Alors Épione, en l'occurrence, c'est une déesse de la mythologie grecque. C'est la femme d'Asclépios, qui est le dieu donc de la médecine, et donc c'est la déesse qui soigne les maux. Et c'est vrai qu'on a trouvé donc l'image derrière ce nom nous paraissait relativement intéressante, et c'est pour ça qu'on est parti sur ce nom, Épione. Alors, ce qu'on voit là, Ouais. est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Donc j'imagine, c'est une forme d'unité centrale finalement, Oui. avec un bras robotisé. Alors on est toujours dans le concept de ce qu'on appelle les traitements, la chirurgie guidée par l'image. C'est-à-dire qu'il y a une partie, effectivement, comme on peut le voir sur les images, où on va récupérer des images scanner, IRM, et planifier l'acte que l'on souhaite réaliser. En l'occurrence, dans le cas du traitement du cancer du foie, c'est venir brûler une tumeur, ce qu'on appelle resséquer une tumeur. Et puis il y a la partie robotique qui va guider la main du praticien pour pouvoir placer l'instrument très précisément à l'endroit qui a été identifié sur les images préopératoires. Donc c'est toujours le même concept dans lequel on est. Cette fois-ci, donc on est sur un traitement complètement différent, puisqu'on s'attaque à malheureusement un des cancers qui est le plus répandu, puisque c'est le 6e cancer en termes de fréquence, mais c'est le 2e en termes de mortalité. C'est plus de 800 000 nouveaux patients chaque année dans le monde, dont 8 000 en France. Et donc il y a fort à faire pour, en tous les cas, proposer aux praticiens des outils qui vont permettre de traiter les patients avec plus d'efficacité. Et c'est ça, on est bien d'accord, il ne s'agit pas d'aller, parce qu'il y a des dispositifs comme ça aussi, d'aller délivrer la chimio ou la molécule soignante, etc., au plus près de la tumeur. Non, c'est vraiment brûler la tumeur. Alors c'est ça. Alors en l'occurrence, ça s'appuie sur une technique qui, pour le coup, est connue depuis un certain nombre d'années, qui est ce qu'on appelle en fait l'ablation percutanée. Très simplement, ça consiste à introduire une aiguille au travers de la peau. On va venir cibler donc la tumeur, la lésion, et cette aiguille va délivrer une forme d'énergie, du chaud, du froid, peu importe, et donc venir brûler localement la tumeur. L'intérêt de ce type de traitement, c'est que ça permet de traiter des tumeurs de façon extrêmement précoce, lorsque la tumeur est encore de taille relativement limitée. À un moment où, par exemple, d'autres types de traitements, tels que la chirurgie, n'est pas possible. Donc ça s'inscrit. Pourquoi ? Parce que ton robot est plus précis ? Parce que tout simplement, ouvrir le patient pour venir retirer une tumeur qui fait quelques millimètres de diamètre, c'est très compliqué en termes de balistique. Voilà, et donc là, l'avantage, c'est qu'on est capable de traiter une tumeur de façon très précoce. Et donc ça s'inscrit vraiment dans la logique dans laquelle on est aujourd'hui, avec des outils de diagnostic qui nous permettent de voir très tôt l'apparition d'une lésion. Et donc, nous, au travers de ce type de dispositif, on veut accompagner les praticiens dans oui, c'est passionnant parce que c'est un concentré de tout ce qui se fait en ce moment en matière d'innovation biomédicale, c'est-à-dire qu'effectivement, on l'a beaucoup dit, l'une des vraiment aujourd'hui applications les plus précises de l'intelligence artificielle, c'est justement la lecture des radios très très fines et la détection très très tôt de signaux anormaux dans le corps. Et on va ensuite jusqu'à ce qu'on appelle la chirurgie non invasive, c'est ça aujourd'hui, Bertrand ? Alors mini-invasive, en ce qui mini-invasive, mais qui permet de réduire énormément les temps d'hospitalisation. C'est tout à fait ça. Et donc les coûts liés à cet aspect, ce qui permet de dire d'ailleurs le fameux sujet, la rajouter des lits, supprimer des lits, etc. La médecine, de toute façon, multiplie les efforts pour qu'on reste le moins longtemps possible à l'hôpital aujourd'hui. Exactement. C'est ce qu'on appelle donc la médecine ambulatoire. Exactement. Et d'ailleurs, on a déjà, avec le dispositif Épione, traité des patients de façon ambulatoire. C'est-à-dire un patient qui est arrivé le matin, qui a été traité, qui a pu rentrer chez lui le soir. Pour arrêter un cancer, quand même. Pour arrêter un cancer du foie. C'est pas, absolument. Voilà, c'est pas l'appendicite non plus, quoi. C'est un vrai sujet. Pourquoi une co-entreprise en Chine ? Parce que le marché chinois est un marché qui est extrêmement important en termes de taille. C'est un marché qui, malheureusement, pour les Chinois en tous les cas, est le premier marché en termes donc, de patients souffrant du cancer du foie. Parce qu'ils découvrent ces maladies liées en partie à l'alimentation, à la suralimentation. Parce qu'ils sont 1 milliard pour toutes les raisons que tu avances. Et donc, pour une société de medical device, de medtech, comme on dit, aujourd'hui, le marché chinois, c'est quasiment incontournable. Jadis, il y a 10-15 ans, une société devait s'implanter aux États-Unis. C'est toujours le cas. Mais aujourd'hui, il y a un deuxième marché qui est très important, c'est la Chine. Et donc, nous, on a fait ce choix très tôt de commencer à développer une stratégie pour
adresser le marché chinois. Tu vois bien où je veux t'emmener, parce que tout ce qu'on entend autour de la Chine, et notamment quand on est sur des procédés comme cela, c'est en gros pas de respect de la propriété intellectuelle, et dans 2 ans, ils diront « Bertin, c'était super, tu nous as bien aidés, mais maintenant les robots, on va les faire sans toi ». Oui, de toute façon, si tu veux, l'innovation, c'est une course permanente. Donc, en fait, je crois que le vrai débat, c'est de toujours rester au top, je dirais, de l'innovation, de façon à toujours être devant. C'est-à-dire que c'est sûr que si on s'installe dans une logique où on va considérer qu'on est arrivé à un point final et que donc maintenant on va essayer de se protéger, ça ne fonctionnera pas. La meilleure façon de se battre, je dirais, contre ce type de dérive, c'est tout simplement de continuer à innover en permanence pour toujours avoir un temps d'avance. Donc nous, on n'a pas peur, en fait. Dans mon expérience précédente, le marché chinois, c'était le 3e marché en termes de commercialisation. Donc on a déjà vendu des choses en Chine, on sait ce que c'est, on connaît le marché chinois. Et donc oui, effectivement, c'est un marché qui fonctionne de façon différente. Et c'est à nous simplement de l'aborder. Et la meilleure façon de l'aborder, c'est de rester toujours extrêmement innovant, avec toujours un temps d'avance. Donc ce que tu penses, c'est ok, peut-être que dans 2 ans, ils feront... c'est bon. Comment elle s'appelle déjà? Epyon. Epyon, Voilà. Ouais. Peut-être que dans 2 ans, ils feront Epyon, mais moi, je serais passé à Sarah ou à Rosalie ou Marie-Amélie, je ne sais pas comment. C'est exactement ça. On va faire évoluer Epyon, on va apporter des fonctionnalités de façon à toujours avoir un temps d'avance. Oui, mais à un moment, toi, dans ton projet, c'est-à-dire je fais des prototypes ou des semi-prototypes, parce que Rosa, par exemple, t'en construis combien? T'en as construit combien avant de vendre? Alors, on avait une base d'installés d'à peu près 100 robots dans le monde. Voilà, c'est quelques dizaines. Ouais. Et à chaque fois, tu montes en puissance. À un moment, tu te dis, je vais faire de la grande série, ou c'est pas du tout ta démarche intellectuelle, ou votre, parce que vous êtes plusieurs, votre démarche de construction d'entreprise. En fait, il faut bien comprendre que dans notre métier, il y a 2 métiers différents. C'est un peu similaire à ce que l'on a dans l'industrie du médicament, et on le comprend mieux dans le médicament. Dans le médicament, il y a des gens qui sont capables de mettre au point des molécules. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on a Moderna qui s'associe avec Pfizer. C'est que d'un côté, il y a des gens qui sont capables de mettre au point de nouvelles molécules qui fonctionnent, et puis après, il y a ceux qui ont la puissance de feu pour pouvoir délivrer ces produits dans le monde entier. Et en fait, c'est 2 métiers différents. Dans notre secteur, c'est la même chose. Il y a les gens qui ont les capacités à mettre au point de nouvelles technologies, montrer qu'elles fonctionnent. Et puis après, il y a ceux qui ont les épaules pour pouvoir le diffuser au niveau mondial. Et en fait, dans cette catégorie, c'est plus un métier de logistique, en fait. C'est essentiellement un métier de logistique. Il faut avoir des milliers de salariés dans le monde entier, avec des services après-vente, etc. C'est un autre métier. Et dans la preuve de concept, être capable d'initier le marché, de commencer à vendre un certain nombre de produits sur le marché, ça fait partie de la démonstration. Donc en fait, nous, on est dans cette logique-là, on est dans cette première phase, et puis ensuite, après, pour la deuxième phase, soit effectivement, on se fait racheter par un groupe tel que Zimmer Biomet qui ensuite... Zimmer Biomet, eux, par exemple, ils ont la capacité... C'est ce qu'ils font, ils ont vendu des centaines... Aujourd'hui, depuis 2016, ils ont vendu des centaines de robots dans le monde. C'est des centaines de robots. Ils ont annoncé dernièrement, puisque c'est une société qui cote en bourse, en 2020, ils ont vendu 320 robots. Donc, ils en vendent, je dirais, à tiers-larigot, parce qu'ils ont effectivement la logistique pour le faire. Puis après, il y a quelques sociétés, rares, très, très peu, qui sont capables de basculer du premier modèle au deuxième. Et là, c'est un challenge qui est assez important, parce que effectivement, ça requiert d'être capable de complètement transformer sa société. Ça nécessite de lever des capitaux de façon extrêmement importante pour passer d'une société en mode, je dirais, commando, à une société en mode armée de garnison qu'on va déployer dans le monde entier. Voilà. Ça devient hyper capitalistique à ce moment-là. Exactement, tout à fait. Et c'est ce qu'il faut qu'on soit capable de faire en France. Et oui, mais t'as envie de le faire, toi, ou pas? Bien sûr, j'ai envie de le faire. Bien sûr. C'est ce que j'entends lorsque je dis je veux aller plus loin. C'est-à-dire que être capable de mettre au point une technologie, montrer qu'elle fonctionne, ça on l'a déjà fait. On sait qu'on est capable de le faire. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de démontrer qu'on soit capable d'aller plus loin et pourquoi pas diffuser à une échelle beaucoup plus importante, effectivement, ces technologies. Parce que quand tu décrivais l'écosystème qui est en train de se construire à Montpellier, en fait, mais je pensais furieusement à Airbus. C'est-à-dire, je pensais furieusement à la façon dont on arrive à un moment à avoir toute la chaîne de valeur. Et je crois, c'est un industriel qui m'a dit ça récemment, on est le seul pays au monde à pouvoir construire un avion, un Airbus évidemment, un avion de A à Z. C'est quand même un truc. Et donc,
Voilà, enfin, le sujet est là. Mais tu ne pourras pas le faire tout seul. Il va falloir que tu agrèges. Voilà, il faut des compétences, il va falloir effectivement, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il faut également du carburant, et le carburant, c'est l'argent, c'est les capitaux. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a mis en place un certain nombre de solutions pour permettre de faire émerger des startups. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une idée, qui est compétent, trouvera de l'argent pour se faire financer. Aujourd'hui, la difficulté, c'est lorsque l'on veut emmener des startups, des sociétés, à une échelle beaucoup plus ambitieuse. Y compris la tienne. Voilà, ouais, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Typiquement, lorsqu'on veut faire des tours de table de plusieurs dizaines de millions d'euros, de 30, 40, 50 millions d'euros, ça devient compliqué en France, voire même en Europe. Et donc là, on est obligé de se tourner soit vers les États-Unis, soit vers l'Asie. D'où cette idée qui revient régulièrement, le Nasdaq européen. Pour le coup, ce serait effectivement quelque chose, là, sans doute, de fondateur, quelque chose qui changerait la donne. Juste une toute dernière question, ça aurait pu être la première, finalement, c'est la dernière. Ta vraie barrière à l'entrée, c'est quoi ? Le truc qui fait que tu as quelque chose qu'aujourd'hui personne n'a, et que tu as cette confiance que tu diffuses, qu'on n'est pas prêt de te rattraper. Alors, en fait, ça tient au fait que, comme tu l'as un peu décrit tout à l'heure, on est dans un domaine qui est assez hybride. En fait, on est au carrefour de compétences complètement diverses. C'est-à-dire, bien évidemment, il y a une capacité à comprendre la problématique médicale d'une façon générale, à parfaitement l'analyser et comprendre comment on peut l'améliorer. Il y a une problématique, bien sûr, technologique. Être capable de mettre au point une technologie qui, effectivement, répond à la problématique qu'on a identifiée. Il y a une problématique réglementaire. On est dans un contexte qui est de plus en plus contraint. Aujourd'hui, mettre sur le marché un dispositif qui va intervenir directement sur un patient, on fait face à des contraintes réglementaires extrêmement élevées. Et puis, enfin, il y a une dimension financière, économique. Il faut être capable de comprendre tout cela dans un environnement économique, en tous les cas avec un modèle économique qui fonctionne. Et je dirais que c'est la combinaison de tout cela qui fait en fait la barrière à l'entrée. Il y a des gens qui maîtrisent un ou deux composants, mais lorsqu'on veut maîtriser les 4 à la fois, en fait, il y a très très peu de gens qui ont cette maîtrise. Merci Bertin. Bon, plaisir. À bientôt pour l'arc montpelliérain sur la robotique chirurgicale. Bertin Naoum donc était notre invité sur Bismart. On se retrouve dans un instant. On repart avec alors tout à fait autre chose. Quoique, je viens de penser là finalement. On vient d'avoir Vincent Klingbeil donc, qui est avec nous, fondateur de EDG, European Digital Group, c'est ça, hein, Vincent ? On va raconter tout ça. Et Vincent va nous parler de la puissance des influenceurs. C'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas, donc j'ai envie de comprendre. Et en fait, Vincent, on vient d'avoir une discussion là pendant une demi-heure, enfin le début de cette émission, autour de l'industrie, autour du retour de l'industrie en France, etc. Et tout à coup, je vous vois et je me dis, en fait, il faudrait des influenceurs industriels. Il faudrait en fait que vous fassiez émerger une demi-douzaine de gars là, qui, avec toute l'efficacité qu'ils ont pour vendre aujourd'hui du maquillage ou je ne sais quoi, nous vendent l'industrie en fait, nous vendent le Made in France. Est-ce que c'est pas ça ? Est-ce qu'il n'y a pas une manière un petit peu surannée et désuète de parler de l'industrie et qu'avec un petit coup de modernité là, de European Digital Group, on pourrait accélérer ? Très probablement. Alors, peut-être rapidement pour présenter... oui, je vous prends au dépourvu. Très probablement, mais... Je commence les interviews comme ça, les gars disent « Mais où est-ce qu'il m'emmène, lui ? Mais où est-ce que je suis ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Rapidement, pour vous présenter European Digital Group, nous sommes un nouvel acteur de l'accélération digitale et on s'associe avec des ultra spécialistes dans chaque domaine de l'accélération digitale pour proposer une offre globale aux grands groupes. Donc l'année dernière, on s'est associé avec 6 entrepreneurs, 6 sociétés, dont Follow, qu'on vient d'annoncer, spécialisée dans l'influence. On va y aller sur Follow, mais d'abord, juste un truc, j'ai lu un chiffre dingue. Donc, vous êtes associé à un fonds qui s'appelle Montefiore, c'est ça, hein? Alors, Montefiore est notre investisseur. Voilà, et votre investisseur. Nous accompagne dans cette création de ce groupe European Digital Group qu'on a monté il y a un peu plus d'1 an. J'ai lu, attendez, Vincent, j'ai lu, alors je vais le dire, c'est dans le mensuel Stratégie, je crois,
que vous disposiez d'1 milliard pour des acquisitions. Alors non, là vous avez mal, vous avez mal lu. Vous avez mal lu. En fait, c'est Montefiore, notre investisseur, qui vient de lever un deuxième fonds d'1 milliard et qui gère 2,5 milliards aujourd'hui. Maintenant, je ne dispose pas encore. Ils n'ont pas tout mis, ils n'ont pas mis tout sur nous, même si on a la confiance de notre actionnaire. Ils sont ultra bienveillants et on est ravis de les avoir à notre capital, mais ils n'ont pas encore mis tout sur nous. Et alors, et on va rentrer dans les influenceurs, mais d'abord effectivement sur European Digital Group. Comme vous dites, accélération digitale, c'est-à-dire que je vois, ça va de la pub digitale, marketing digital. Tout ce qui est en train de bouleverser le marketing, ou vous allez même au-delà du marketing? Au-delà du marketing. L'idée, c'est de marier l'IT et le digital marketing, le digital au sens large, pour avoir une offre globale à destination des PME et des grands comptes, et les accompagner dans leur transformation digitale, ce qui est aujourd'hui leur priorité numéro 1, l'accélération digitale. On parle plus d'ailleurs d'accélération que de transformation, parce que maintenant, on est à l'étape 2, et la majorité des grands groupes, des PME et des ETI, leur priorité numéro 1, c'est cette accélération digitale. Et nous, on essaye d'avoir, en s'associant avec des experts sur chaque levier, d'avoir l'offre complète à leur destination. Mais y compris, par exemple, sur la finance ? Y compris sur, j'en sais rien moi, parce qu'il y a ça aussi dans l'accélération digitale, logiciel sur la supply chain, sur les achats, sur le pricing, sur la comptabilité, des choses comme ça. Non, vous ne rentrez pas dans les... Non, on n'est pas dans des problématiques métiers très spécifiques, vraiment c'est plus généraliste sur le digital. Et donc là, avec Follow, on a une offre donc, sur l'influence. On s'est donc associé avec les fondateurs de Follow, qui restent très fortement actionnaires et parfois même majoritaires mais ça aussi, on va en parler, de leur société. On s'est associé un défi, ça. Avec les Big Boss, avec Ores, avec AdsUp, donc Big Boss qui a racheté récemment Proximum aussi dans la digitalisation des événements. Et donc on a monté tout cet écosystème. On a un club d'entrepreneurs. Tout le monde est actionnaire de tout le monde dans ce véhicule nouvelle génération hybride entre un fonds et un corporate. Vous allez trop vite. Comment ça, tout le monde est actionnaire de tout le monde? On a un système où tous les entrepreneurs deviennent associés d'European Digital Group. Donc dans notre groupe, tout le monde est actionnaire. Nous sommes tous actionnaires les uns des autres, pour créer le plus de synergie. C'est une manière de créer plus de synergie et d'avoir une offre plus complète pour les clients. Parce que c'est un défi, ça, quand on commence à faire du build-up, de garder effectivement toute l'énergie de ceux qui ont été à l'origine. Alors, ils sont déjà tous très fortement actionnaires de leur société. Donc, on est tous ce qu'on peut appeler skin in the game. Et en plus de ça, on est tous actionnaires les uns des autres, ce qui crée encore plus de synergie entre nous. Je ne connaissais pas. Skin in the game. Skin in the game. On est vraiment dans la partie. On est dedans. Moi-même, j'ai investi. Donc, j'ai revendu ma précédente boîte donc, au groupe La Poste et j'ai réinvesti une part très importante de la dernière revente dans ce projet. Elle faisait quoi, votre précédente boîte? C'était Ametix, une société de services dans le digital que nous avons revendue au groupe La Poste. Et spécifiquement quoi, service dans le digital? Donc, on faisait beaucoup de conseils, d'ingénierie, de prestations de services. Pour la digitalisation. Pour la digitalisation. Et donc, on a été acheté par DocaPost, une filiale du groupe La Poste. Et ensuite, j'ai accompagné, j'ai été postier quelques années. C'était une super aventure. Non, c'était pas une super aventure. Je vous assure. En fait, c'est ça. Tout à coup, vous êtes tombé dans un char diesel. Non, pas du tout. En fait, vous avez une mauvaise image du groupe La Poste. Je peux vous dire que peut-être c'est votre image de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un groupe formidable. Il y a eu beaucoup de bienveillance. Je dis toujours qu'on a été intégré sans être désintégré. Et c'est ce que j'essaye en fait de reproduire. Et la dynamique de la boîte, juste là-dessus, parce que ça intéresse tout le monde, ça, Vincent, la dynamique de la boîte que vous avez vendue, elle reste aujourd'hui au sein de La Poste? Oui, alors il y a un de mes associés, Patrick Bunand, qui reste aux commandes et la croissance est phénoménale et ça continue de croître. Je crois que depuis qu'ils nous ont racheté, ils ont dû faire x3 en chiffre d'affaires. Il y a combien de temps ça? C'était en 2017 la revente et on devait être 400, ils ont dû doubler de taille depuis. C'est super intéressant parce que ça veut dire que les grands groupes ont quand même pris la leçon, peut-être de ce qui s'est fait, on va dire 2010, etc. Je raconte assez souvent l'histoire de Deezer, où Deezer et Spotify, ils sont vraiment, mais exactement sur la même ligne, jusqu'au jour où Orange, en fait, rachète Deezer et où Deezer décroche. Pendant que Spotify est encore skin in the game, ça je la réutiliserai. Voilà. Et les gars, ils sont plus skin in the game, en fait. Voilà. Mais maintenant, visiblement, les grands groupes ont compris. Tout à fait. Et moi, c'est ce que j'essaye aussi de transposer dans European Digital Group. C'est tout ce qui a été des facteurs clés de succès dans notre intégration au sein du groupe. J'essaye maintenant de le mettre en place avec tous les entrepreneurs avec qui on s'associe. Et en tout cas, dans le cas du groupe La Poste, c'était beaucoup de bienveillance, beaucoup d'aide pour nous développer. Et c'est ça que j'essaye vraiment de transposer aujourd'hui. Alors, les influenceurs.
Donc, je vais laisser. J'en connais pas un, moi, en fait. D'accord. Attends, je cite, moi, Maya Adorable, Maya Adorable, Danae, Paola Locatelli, Ryan. Je pense qu'on dit LVTT, enfin je ne sais pas comment Alors, on prononce ça. il faudra inviter un jour Follow pour qu'il vous présente donc la société avec laquelle on s'est associé sur l'influence. Ouais, mais moi j'invite toujours les on est associés. Nous on est associés avec eux. On est associés. C'est eux les tauliers. Nous, moi nous sommes ceux qui les aidons. Après voilà, le marché de l'influence, c'est un marché de 20 milliards de dollars, j'ai lu à l'échelle mondiale. Ouais, je dirais même plus. En fait, ça dépend ce qu'on englobe. C'est un marché qui est en énorme croissance, donc plus de 35% de croissance prévue chaque année en France. En Chine, j'ose même pas vous en parler, c'est un vrai phénomène. Il y a des écoles, il y a des influenceurs qui peuvent vendre plusieurs milliards en une journée. On a entendu sur certaines opérations. C'est un vrai phénomène. En fait, l'influenceur... La fête des célibataires d'Alibaba, là, par exemple. C'est ça, voilà. Et en fait, un influenceur, maintenant, c'est un nouveau média. C'est carrément, on peut dire, d'une certaine mesure, un concurrent des médias qui a une audience, qui a une communauté qui le suit et donc il peut les conseiller, leur proposer des produits, organiser des jeux concours. Et là, toutes les personnes dont vous parlez, ils ont entre 800 et 1 million, 2 millions de followers sur Instagram, sur TikTok. Mais surtout, alors, vous allez le savoir, parce que la boîte, elle avait donc, je crois, c'est 25 influenceurs aujourd'hui, Follow. Alors, c'est Follow aujourd'hui, ils travaillent avec plus de 500 influenceurs, mais ils en ont 25 en exclusivité qui travaillent uniquement avec eux. Il y a 8 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 25 influenceurs. Je me disais, waouh! Non, ils ont 500 influenceurs. Maintenant, il y a des influenceurs qui gagnent très bien leur vie. C'est un vrai phénomène de société. Il est émergent. Donc, mais pour le décortiquer, il faut que j'invite Follow. Alors, vous pouvez le décortiquer avec plaisir. Je suis passionné. Je connais très bien le secteur. Parce que vous dites, on va se tutoyer. Tu dis, il y a des écoles en Chine. C'est une de mes questions. Parce que pour moi, boomer, l'influenceur, c'est un gars en fait qui a eu du succès dans un autre média classique, tu vois, le gars télé-réalité, je sais pas quoi, qui devient influenceur. Mais là, tous les noms que je vois là, c'est pas le cas du tout. Follow sont vraiment positionnés donc également sur tout ce qui est ce qu'on appelle nano et micro-influence, mais principalement sur la macro-influence, c'est-à-dire c'est des influenceurs professionnels qui ont une communauté qu'ils arrivent à animer par des posts pertinents, intelligents, qui fédèrent cette communauté, et c'est comme ça qu'ils arrivent. Mais ils sortent d'où, les gars? Ils peuvent. C'est des comètes. Effectivement, ce qu'il y a, c'est qu'ils naissent du web. C'est pas obligatoirement. Il y a une catégorie célébrité dans le monde de l'influence où on peut travailler le branding et l'influence sur les réseaux sociaux de célébrités. Là, ce sont vraiment des stars des réseaux sociaux qui après peuvent devenir acteurs, chanteurs. Mais en tout cas, leur métier, c'est d'être influenceur. Et qui sont plus efficaces, non, que les célébrités. Je me disais, en fait, comme ils sortent du web et ils sortent du web avec, j'imagine, les produits sur lesquels ils continuent à influencer, ils ont une légitimité que, enfin, je sais pas, si Neymar, il me parle de crème glacée, il n'a pas une légitimité particulière. Ouais, c'est vrai qu'en termes d'impact sur leur communauté, l'impact est peut-être plus fort que certaines célébrités parce que tous leurs followers s'identifient à eux, les suivent dans leur quotidien. Et c'est vrai que quand ils ont un fort pouvoir de recommandation et quand ils vont recommander un produit, souvent il va bien se vendre parce que l'influenceur a beaucoup d'influence justement sur ses followers. Et le rôle de sociétés comme Follow, c'est de les conseiller, de les accompagner, parce qu'ils ne vont pas vendre n'importe quel produit ou des produits dans lesquels ils n'ont pas d'affect ou qui ne leur parlent pas, ils ne vont pas les vendre. Et c'est pour ça que dans ce rôle de label, d'agent d'influenceur, Follow joue aussi énormément un rôle de conseil pour eux. Et enfin, j'imagine d'accompagnement, parce que quand vous travaillez avec L'Oréal, globalement, je pense qu'il faut être un petit peu structuré autour de vous pour signer les contrats. Parce que, bien sûr. Voilà, non, mais aujourd'hui, il y a un job de... c'est des trucs d'opération aussi de branding, de créer l'opération avec la marque, d'accompagner la marque dans sa stratégie. Donc, c'est également une boîte de conseils en communication qui utilise les influenceurs pour communiquer. C'est lié aussi à ces nouveaux médias. Alors, c'est au cœur de ce que vous faites. J'avais été saisi, Système U. Bon vieux Système U quand même.
ils se mettent, je crois que c'est un samedi matin, sur TikTok. Un film sur TikTok, en plus je l'ai vu, bon, il est basique, quoi. Une chouette nana. C'est 17 millions d'utilisateurs aujourd'hui en France, donc c'est 20 normal. millions de vues à la fin du week-end, 20 millions de vues Système U, mais c'est quoi cette histoire? C'est vrai que là, il y a de nouveaux médias qui émergent. Là, il y a d'ailleurs même un nouveau réseau social qui vient d'arriver. Je ne sais pas si vous êtes déjà inscrit, mais qui s'appelle Clubhouse. Ah mais non, mais même est-ce que TikTok, vous en avez entendu parler? mais attendez, mais moi même c'est déjà 2020. Vincent, j'y arrive pas. Mais non, mais en plus vous aurez plein de followers et tout. Moi en tout cas, si vous vous inscrivez sur Insta, moi je vous suivrai. Voilà, et comme ça, et vous aurez plein de followers. C'est fini, moi je suis au bout. Alors, vous êtes sur LinkedIn, vous êtes présent, je vous ai vu sur LinkedIn. Ça va. Non, mais alors allez-y, je vous ai coupé. C'est-à-dire, il y a déjà un nouveau réseau qui est en train de. Ah là, il y a Clubhouse qui arrive, qui émerge. C'est un réseau social basé uniquement sur l'audio, dans lequel il y a des rooms et on peut échanger avec des entrepreneurs, avec des start-upers. Et là, il y a Elon Musk qui n'arrête pas de se connecter sur Clubhouse et on peut échanger avec lui, on peut l'écouter. Donc je vous invite, je vous enverrai une invitation pour Clubhouse, vous verrez. C'est vraiment, vous pourriez animer vous une room sur Clubhouse. Je suis sûr que vous feriez le buzz. Oui, mais alors faire le buzz. Attends. Et la rentabilité de toutes ces histoires-là. Alors, parce que moi, c'est ça le sujet, quand même. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part le branding, parce que quand les marques cherchent à communiquer, c'est d'une part pour du branding, pour de l'image, mais également pour un retour sur investissement, pour avoir un bon ROI. Et c'est vrai que les influenceurs, c'est un canal sur lequel on a un excellent ROI sur une opération. Et puis, ça permet aussi de changer par rapport aux médias classiques. Mais il y a un très bon retour. Oui, mais quand on voit, par exemple, Système U, OK, 20 millions de vues sur TikTok. C'est pas pour ça que un seul des gars qui a regardé le film Système U sur TikTok, il va rentrer dans un Système U. Enfin, c'est là où il peut y avoir un décalage quand même, non, entre le média, l'influenceur, et puis la cible qui sont parfois. Vous voyez ce que je veux dire Moi, je vois deux choses. Une cible classique. Déjà, ça vous permet de communiquer auprès des jeunes qui regardent de moins en moins la télé et qui sont, pour le coup, toute la journée sur TikTok. Donc déjà, premièrement. Et ensuite, c'est un média comme un autre. Vous avez 20 millions de vues sur TikTok. Et si vous avez 20 millions de vues sur une chaîne de télé, c'est le même ROI que vous pouvez espérer. Je pense même qu'il sera meilleur sur TikTok parce que c'est des communautés engagées. Vincent, vous avez des ambitions européennes, hein? Tout à fait. Donc là, on s'associe donc avec des entrepreneurs qui ont pour objectif de consolider chacun leur secteur et ensuite de faire effectivement de la croissance externe, des build-up européens. Et ils sont déjà en train de regarder chacun plusieurs sociétés. L'idée, c'est que chaque entrepreneur doit devenir leader de son secteur. Donc, quand on parlait de Follow sur l'influence, Follow est en train de rechercher plusieurs sociétés à intégrer et aussi des technos pour devenir le leader de l'influence. Hervé, des Big Boss, je pense que vous avez déjà reçu, que vous devez connaître, vient de racheter Proximum, donc une société de digitalisation des événements, et a déjà 2-3 autres cibles en vue pour consolider ce marché de la génération de leads B2B. AdsUp, une société qui est leader en SEO, SEA programmatique, pareil, ils sont en train de consolider leur marché. C'est un archipel que vous êtes en train de faire, en fait. Moi, j'essaye de le faire avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'énergie, de détermination, de l'humilité, parce qu'on a quand même vécu, on a créé ce groupe en plein Covid, donc on a eu très peur. Finalement, ça s'est bien passé, parce que toutes les sociétés ont été en croissance, puisque l'accélération digitale, c'était quand même le gagnant de cette période. On a eu de la chance. Maintenant, on avance avec humilité, on attend de voir ce qui va se passer. Vous êtes comme nous, vous êtes un enfant de la guerre, voilà. Hein, nous aussi, on est nés dans le... C'est ça. Et ça a donné quand même une sacrée belle génération, une sacrée période de croissance. On est au bout. Le média pendant les confinements, c'est pas mal. Vincent, à bientôt. Et puis, on invitera Follow pour aller plus loin sur ces influenceurs, ça me fascine. Les amis, c'était Bismart. Bonne soirée à vous et on se retrouve demain.